Les propos tenus dans cette émission ne reflètent que l'opinion et ou les recherches de la ou les personnes invitées et n'engagent qu'elles. Les sorties de corps, il y a deux façons de vivre l'expérience, soit lors d'une EMI ou NDE, soit en voyage astral. C'est sur cette deuxième possibilité que j'ai décidé de m'arrêter ici. Nombreux sont ceux à travers le monde qui disent avoir vécu ce type d'expérience. Dans la plupart des cas, le voyage astral se produit la nuit. C'est peut-être pour cela que les plus sceptiques disent qu'ils ne sont que de simples rêves. Pourtant, des personnalités comme Nicolas Fraisse, que l'on a souvent reçu ici, disent que cela va bien au-delà. Comprendre et expérimenter le voyage astral, c'est inédit avec Emmanuel Johnson. Alors bienvenue dans Face au mystère. Bonjour Emmanuel. Bonjour Bob. Je suis ravi de vous accueillir pour cet ouvrage. Voilà, donc Voyage astral aux éditions Jouvence ésotérique, bien évidemment, ou ésotérisme. C'est un oracle, 18 cartes incluses dans ce petit livret, ce petit bouquin qui va nous permettre d'en savoir plus sur ce fameux voyage astral. Alors, il fascine ce voyage astral parce qu'en fait, tout le monde veut l'expérimenter. C'est pas si simple. Alors, avec votre bouquin, visiblement, on va pouvoir, c'est ça ? On peut s'y entraîner, en tout cas, oui. Alors, vous avez raison de dire entraîner. Est-ce que finalement, c'est une technique pour pouvoir voyager dans l'astral? Est-ce que c'est un peu comme le vélo, il faut en faire? Alors, la difficulté du voyage astral, c'est pas tant de le faire, parce qu'on le fait, pour ainsi dire, tous. Ouais. Au moment de l'endormissement, il y a une phase de décorporation qui est tout à fait naturelle. Donc il y a une décorporation entre le corps physique et le corps éthérique. Ça permet au corps physique d'être à l'état de repos. Et puis au corps éthérique de modifier aussi l'état de la conscience et de pouvoir un peu voguer sur d'autres plans. Donc on le fait tous. La difficulté du voyage astral, c'est de s'en souvenir. Ah oui, parce que c'est vrai que rares sont ceux qui s'en souviennent, et qui sont d'ailleurs peu nombreux. Quand on en a, on les interroge sur BTLV, en tout cas quand ils sont français. Mais effectivement, il faut quand même faire on verra la différence qu'il y a peut-être entre le rêve et le voyage astral. Oui. La sensation de sortir du corps que l'on a, celle-ci, elle est vraiment propre au voyage astral, parce que quand on rêve, on n'a pas cette sensation-là. Alors, on a une phase de décorporation pour accéder à la première strate, qui est la strate du rêve. Cependant, c'est pareil, on est peu à ressentir cette phase de décorporation. À titre personnel, je ne l'ai ressenti que très, très rarement. C'est-à-dire que j'ai le souvenir d'être directement en astral, mais pas de sentir la phase de décorporation. Alors, quand elle est ressentie, elle peut être associée, vous savez, à ce qu'on ressent parfois, à ce que la médecine peut qualifier de baisse de tension. Cette sensation de chuter dans un ravin, par exemple. Ça peut être la symbolique, en fait, d'une décorporation ou d'une réintégration du corps. Oui, parce que ça, c'est marrant ce que vous dites là, parce qu'il y a plein de gens qui nous disent « j'ai la sensation de tomber quelque part, ce grand trou, ce grand puits ». Ouais, c'est souvent, en fait, une décorporation conscientisée, mais souvent, comme la personne a cette sensation et qu'elle prend peur, ce qui est normal, hein, c'est assez impressionnant comme sensation, eh bien, le mental vient se remettre en barrière, et là, c'est le réveil. C'est pour ça, d'ailleurs, que les gens expérimentent souvent ça au moment où ils vont entrer en phase de sommeil. Voilà. Dites-moi, Emmanuel Johnson, vous me dites, et je le lis dans le bouquin, que le voyage astral est connu et mentionné, mais depuis très longtemps, que les peuples dans l'Antiquité le connaissaient. Tout à fait. Les Égyptiens, notamment. Dans l'Égypte antique, c'était tout à fait commun, dans ce qu'on appelait à l'époque l'école des mystères, de pratiquer le voyage astral. Ça se faisait aussi chez les Grecs. C'était pas du tout tabou. Ça s'est fait chez nous, jusque la période de la Renaissance, où là, ça a été qualifié d'hérésie. Mais jusque-là, on avait saint Antoine de Padoue, par exemple, qui était très connu pour ses capacités de bilocation, qu'on appelait la bilocation à l'époque. Il y a le Padre Pio aussi, hein, dans la tradition judéo-chrétienne. Alors, on peut d'ailleurs, c'est marrant que vous disiez ça aussi, parce que est-ce qu'on peut, la bilocation serait du voyage astral? Parce que c'est une forme de voyage astral, oui. Les gens aussi le voyaient à deux endroits. Oui. Parce que le voyage astral, on ne voit pas. Ça peut arriver qu'on voit. J'ai déjà vu des gens en astral, une fois. D'accord. Voilà, et alors que j'étais moi en état d'éveil. D'accord. Mais en général, moi ça m'arrivait de manière inopinée, mais c'est vrai que le Padre Pio et saint Antoine de Padoue étaient connus pour cette capacité. Alors oui, ils sont en astral, c'est-à-dire que leur conscience est sur deux plans en même temps, mais la bilocation arrive à l'état d'éveil, c'est-à-dire que et physiquement, on les voit. Et physiquement, alors tout le monde ne les voit pas. Tout le monde ne les voit pas parce que ça reste quand même une énergie. Je veux dire, c'est pas le corps physique qui se projette, c'est le corps immatériel, c'est la conscience modifiée. Donc c'est pas non plus donné à tout le monde de les voir. Voilà, moi ça m'est arrivé une fois parce que voilà, il y a des conditions aussi.
conditions de stress, d'émotions intenses, tout ça, ça favorise. Mais la bilocation, personnellement, je ne connais personne aujourd'hui qui fasse de la bilocation comme l'entendait le Padre Pio ou saint Antoine de Padoue, c'est-à-dire être à l'état d'éveil et savoir en même temps se projeter ailleurs. Ce que dit Nicolas Fraisse, parce que lui, qu'on a reçu souvent ici, lui, il dit, je vais à la boulangerie, je vais regarder ce qu'il y a, et puis je reviens chez moi. Alors, comme à l'accoutumée, je lui ai dit, faites-le ici. Donc, il m'a dit, c'est pas si simple que ça. Donc, voilà, c'est pas si simple que ça, oui. Moi, je sais pas du tout faire ça. Moi, ça m'arrive que la nuit. D'accord, c'est ce que je disais en préambule, c'est-à-dire qu'en fait, ça arrive la nuit, c'est pour ça d'ailleurs que les gens pensent que ce sont des rêves, donc les plus sceptiques. Oui, tout à fait. Mais au départ, moi-même, j'avais ce doute. Les premières sorties astrales conscientisées que j'ai faites, bon, déjà la première, j'ai cru que j'étais morte. Je vous le cache pas. Je crois que j'étais plutôt en EMI qu'en rêve. J'étais, il y a bien 10 ans que j'ai fait ça, ma première sortie astrale, et je faisais une sieste en plein après-midi. Et je me suis trouvée debout à côté de mon corps endormi. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, je suis morte lamentablement comme ça sur le canapé, si jeune, c'est triste. Et en fait, on n'a pas vraiment de peur, on peut se mouvoir. Voilà, et mon ex-mari de maintenant, mais à l'époque, mon mari est rentré du travail, j'ai pu décrire tout ce qu'il faisait, j'ai retenu tout ce qu'il faisait, et lorsque je me suis réveillée, lorsque j'ai réintégré mon corps, je lui ai tout décrit. Voilà. Et ça lui a fait très peur, d'ailleurs. J'imagine. À propos de peur, celle qui revient le plus souvent, pour ceux qui pratiquent le voyage astral, alors qui essaient en tout cas d'en faire une technique et une régularité, c'est la peur de ne pas réintégrer son corps. Absolument, ouais. Ça c'est vraiment une des peurs collectives que l'on a, que j'ai eue aussi. Tout le monde connaît cette peur qui est ancrée dans un inconscient collectif fort. On peut dire aussi que la littérature ou Hollywood ne font pas de bien à ce genre de croyances. Non, on réintègre notre corps parce qu'on n'est pas mort. Voilà, c'est l'état de conscience modifié. Donc, bien sûr, on réintègre toujours notre corps. Dès que le réveil sonne, vous rentrez. Quelle est la pire chose qui puisse nous arriver en voyage astral? Est-ce qu'il peut y avoir une expérience qui se passe mal? Alors, qui se passe mal, encore une fois, c'est une question de perception, de positionnement face à l'expérience. Parce que d'ailleurs, en astral, on en parlera peut-être plus tard, mais on n'a pas d'émotion. On est quand même très neutre. Par contre, on peut faire des rencontres qui sont plus ou moins agréables, ça c'est vrai. Il m'est arrivé de croiser des entités plus ou moins agréables, alors pas forcément agressives, mais en tout cas avec un peu plus de punch. Et celles-ci peuvent au réveil susciter de la peur chez la personne, bien sûr. Vous parlez également dans le bouquin de l'incompréhension de la décorporation. On ne sait pas véritablement ce qui se passe. Oui. On est dans quelque chose un état totalement différent. Les gens ne sont pas forcément habitués à nos sujets et se disent mais c'est bizarre, je suis à un endroit. La première des réflexions, c'est effectivement je suis mort. Ils prennent aussi conscience qu'ils font partie d'un grand tout. Il y a souvent une sensation de bien-être quand même. Donc là, encore une fois, quand on revient dans son corps et qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, mais les gens sont complètement dépités, quoi. Oui, tout à fait. C'est une réaction normale, naturelle. C'est un état naturel, mais on n'a pas conscience de le vivre normalement. Enfin voilà, beaucoup de gens le font encore une fois, mais sans cette conscience. Et lorsque cette conscience revient, en tout cas arrive ou revient, elle est extrêmement perturbante. Et voilà, moi-même, quand j'ai fait ce premier voyage astral, je suis allée voir un médecin parce que j'ai cru que j'avais un problème de santé. Et il m'a dit, il était très ouvert, tous les médecins sont pas comme ça, on est d'accord, mais il m'a dit, vous allez très bien, vous avez fait un voyage astral. Voilà. Et je me suis dit, mais qu'est-ce donc cette chose? Et vous l'avez expliqué ou pas? Alors, il m'a parlé d'un état de conscience modifié, effectivement, mais il s'est arrêté là. D'accord. Voilà, je pense que sa fonction de médecin aussi a dû le limiter un peu. Dans votre bouquin, vous montrez ceci, les différentes strates finalement d'élévation dans l'astral, dimension astrale, rêve énergétique, rêve et décorporation. Alors, vous pouvez m'expliquer un peu quelles sont ces différentes strates? Oui. Alors, on va partir de la base, de la pyramide. Alors, c'est pareil, je dis toujours dans mes livres que le fait de stratifier les choses ou de les mettre de manière linéaire, c'est très humain. On a besoin d'avoir les choses hiérarchisées. D'avoir un cadre, bien sûr. Parce que sinon, on s'empatouille, mais l'énergie n'est pas une pyramide et n'est pas une ligne. L'énergie, c'est une spirale. Ça, j'en parle plus dans mon dernier livre. Et donc, la décorporation, donc c'est la première étape. On se décorpore, donc le corps éthérique quitte le corps physique, qui permet encore une fois le repos total du corps physique. Ensuite, on passe la première strate, donc qui est le rêve. Donc dans le rêve, il y en a plusieurs. Il y a ce que moi j'appelle le rêve freudien, donc c'est le rêve qui est purement inconscient. Votre voisin vous agace, vous rêvez que vous le tuez, rêve freudien. Voilà, pulsion, terminé.
Il y a les rêves après qui sont plus énergétiques, donc on arrive dans les rêves lucides, ce que les chamans pratiquent énormément, le contrôle du rêve. Il y a ce qu'on appelle également, ce que j'appelle les rêves ponts. Donc là, ce sont des rêves, mais qui touchent l'astral. Donc souvent, on peut avoir un contact entitaire, un contact médiumnique. Et enfin, il y a la dimension astrale, qui est là, c'est vraiment la dimension complètement énergétique et subtile. Et on n'est plus du tout dans les strates de l'inconscient. Alors, vous dites aussi que la dimension astrale, finalement, c'est une dimension d'initiation. Oui. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qu'on apprend dans l'astral, en fait? Pourquoi on est initié à quoi? Alors, je pense que c'est un parcours très personnel. Voilà, Ouais. chacun va être initié, je pense, à ce qui est nécessaire à son chemin de vie ou à son chemin d'âme. Et ça, il n'y a pas de jugement à porter sur cette initiation. Je ne peux partir que de mon expérience personnelle. Ouais. Et déjà, ça m'a permis, moi, un accès aux vies antérieures, à une de mes vies antérieures en particulier, de manière très fluide et très simple. Ça m'a aussi permis de mieux comprendre le monde subtil. Un petit peu comment ça fonctionne, certains processus énergétiques. On va pas peut-être détailler ça parce que ça peut être très, très long et très complexe, mais c'est l'initiation sur le fonctionnement du monde subtil. Notre mission, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, le terme mission, mais en tout cas notre fonction ici-bas, pourquoi est-ce qu'on est là aussi. Ouais, et puis voilà, et puis pour ma part, ça a été beaucoup autour des vies antérieures. Ouais. Mais chacun son petit chemin, chacun son initiation. Donc ce que j'y ai appris, vous y apprendrez sûrement autre chose. Alors justement, puisque vous parlez des vies antérieures, il y a cet ouvrage également qui précède celui-ci. Oui, tout à fait. Ouvrir les portes de ces vies antérieures. Alors quel rapport entre le voyage astral et les vies antérieures? C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait un voyage astral, on ne va pas forcément dans nos vies antérieures. Pas forcément, effectivement. C'est une des possibilités, une des portes que l'on peut passer. Ça veut dire qu'on voit nos vies antérieures? Oui. Enfin, en tout cas, on y assiste comme un peu comme au cinéma. On est souvent spectateur d'une scène. Et en fait, en voyage astral, on a accès à ce que j'appelle les informations inhérentes à la conscience. C'est-à-dire que vous savez ce qui se passe. On ne vous dit rien. Il n'y a pas forcément de communication verbale comme nous, on l'entend. Mais vous savez ce qui se passe. Vous savez qui est qui, pourquoi ces personnes sont là et quelles sont leurs fonctions. Et ça, c'est pioché dans ce qu'on appelle les annales akashiques. Ce sont une espèce de connaissances universelles. Et lorsque vous êtes en astral, votre état de conscience est en mesure, en fait, de recevoir ces informations en direct. On parlera des guides, Oui. et des personnes qui nous accompagnent. Mais il y a aussi il y a de l'importance que, vous faites un point sur la mémoire et ce qui peut finalement nous polluer ou pas nous polluer, parce qu'en fait, on peut être dans le mental également. Vous parlez de la mémoire du travail, la mémoire sémantique, la mémoire épisodique, la mémoire procédurale et la mémoire perceptive. Alors, ça fait beaucoup de mémoire. Il y a beaucoup de mémoires. Et encore, elles ne sont pas exhaustives. Ah ouais. Il peut y en avoir d'autres. Notre cerveau... La mémoire de l'âme aussi, vous parlez de la mémoire. Tout à fait, mémoire extracérébrale. Notre cerveau, il n'y a pas une zone de la mémoire dans notre cerveau. C'est un petit peu ça la difficulté pour les neuroscientifiques aujourd'hui, c'est que notre mémoire est éparse. Et forcément, quand on veut traiter aujourd'hui des maladies neurologiques et dégénératives, c'est ça qui leur crée problème. Donc ces mémoires-là, ce sont des mémoires vraiment cognitives. C'est ce qu'on pratique au quotidien, le sémantique pour le vocabulaire, le perceptif pour l'odorat, pour tout ce qui est lié bien sûr au sens. Mais la mémoire extracérébrale, c'est une hypothèse, parce que si on parle des vies antérieures notamment, il est impossible que vous vous souveniez de quelque chose que vous n'avez pas vécu. Ça, de manière cognitive, votre cerveau, pour avoir un souvenir, doit recevoir l'info, d'une part, et l'encoder. Et après l'avoir encodée, il doit la traiter. Oui, mais il peut y avoir quelque chose qui brouille un peu les pistes, c'est-à-dire que c'est l'imagination. Oui, on peut avoir, bien sûr. On peut être biaisé par l'imagination, par le fantasme, par des projections. Par l'hallucination, par tout ça. Bien sûr. Mais il y a une différence majeure entre le fantasme, l'imagination ou l'hallucination, c'est l'énergie. Parce que le voyage astral, ce n'est que de l'énergie. Les vies antérieures ne sont qu'un influx énergétique. Il n'y a pas de dimension ni psychologique, ni humaine. Mais bien sûr que c'est légitime de se poser la question, est-ce que j'ai rêvé ou est-ce que j'ai fait un voyage astral ? Est-ce que j'ai vu une de mes vies antérieures ou est-ce que j'ai projeté un truc que j'ai vu à la télé ? Vous dites aussi dans le bouquin, pas dans le bouquin, mais vous m'avez dit à l'instant que, en fait, vous êtes spectatrice, comme si vous étiez au cinéma et que vous pouvez voir vos vies antérieures. Mais vous voyez comment ? C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez comme vous étiez avant ?
D'accord. Oui, oui, on se voit avec le phare. Donc, Personnellement, vous n'êtes pas le même physique de l'autre côté. non, j'ai pas le même physique. D'accord. Alors, ce n'est que mon expérience et ma perception, parce que là aussi, en astral, on a forcément une projection qui est basée sur des schémas mentaux, bien évidemment, hein. Donc voilà, c'est ma perception de la chose. Pour vous, ce serait différent, pour Mhm. mais ce serait différent, bref. Oui, donc moi, je me vois toujours avec mon physique d'avant Mhm. et en tenue selon l'époque. D'accord. Voilà, et donc j'assiste à la scène, je sais exactement qui est qui, ce qu'ils font, pourquoi ils sont là, et quel est mon rôle à ce moment-là. Alors, parmi les différentes dimensions que l'on peut évoquer, c'est des lieux, des temps, des voyages dans l'espace, etc. Ouais. Où va-t-on quand on est en voyage astral? C'est-à-dire que est-ce qu'on va inévitablement dans l'univers, dans l'espace, on va où? Alors on peut aller partout. On peut aller partout. Si on part du principe de la physique quantique que le temps et l'espace n'existent pas, ça veut dire qu'il y a vraiment aucune limitation en astral. Moi, j'ai pu aller dans le temps, alors que dans le passé. Hein, moi, je ne vais que dans le passé. Je dois être une âme du passé, comme je dis Mhm. souvent. Mhm. Bien sûr qu'il y a des gens qui peuvent aller dans le futur. Faut pas se leurrer, hein. On peut prendre des grands monsieur comme Nostradamus, hein. Je pense qu'il avait aussi un accès à l'astral qui lui montrait des événements à venir. Mhm. Et puis, au niveau de l'espace géographique, on peut aller absolument partout. Voilà. Mhm. J'ai été dans différents pays, voilà, à différentes époques. Et alors, vous y allez comment? Par la pensée? Vous dites, tiens, je suis là, j'ai envie d'aller en Espagne, je vais en Espagne? Je ne contrôle rien. Ah! Moi, en tout cas, je ne suis pas capable de contrôler mon voyage astral. C'est-à-dire que je peux poser l'intention en me couchant, dire tiens, bah, j'irai bien là, j'irai bien là. C'est pas du tout garanti que ça fonctionne. Ou alors ça peut fonctionner et je ne m'en souviens pas, ça je ne sais pas. Mais moi, je n'ai pas le contrôle de ça. Vous êtes allé loin dans l'univers? Est-ce Je suis que... allée dans l'univers aussi, ouais, avec un guide une fois. Alors justement, on va en parler des guides. Avant cela, je sais que vous avez des dédicaces qui sont dans les bouquins, Oui, notamment dans celui des vies antérieures, je crois. oui, les C'est deux. ça, Je fais une dans petite l'autre aussi, dédicace dans chaque à chaque fois. livre. Et en fait, ces dédicaces, elles sont adressées à qui? Elles sont adressées à des figures que j'ai côtoyées D'autres vies? dans une de mes vies antérieures. Enfin, j'en ai eu plusieurs, bien sûr, mais il y en a une dont je me souviens bien plus que les autres, et c'est celle aujourd'hui qui me permet d'écrire. C'est celle que je porte encore vraiment dans mon cœur et dans mon âme, et qui a encore un impact dans ma vie présente. Une résonance. Voilà, une résonance très forte, et que je porte vraiment, vraiment fortement. Donc oui, c'est deux personnages que j'ai pu côtoyer dans cette vie antérieure britannique. C'est pour ça qu'on parlait de mon nom de famille tout à l'heure, mais voilà, il y a aussi des résonances qui s'imbriquent jusque dans le présent. Le samedi 6 décembre, au Forum 104, préparez-vous à vivre une journée spéciale Sonofréquence, aux côtés de Françoise Nallet, experte en mémoire cellulaire. Grâce à ses vibras méditations et au travers de ces messages reçus spécialement pour vous en canalisation directe, vous serez guidé pour agir sur vos blocages conscients et inconscients et vous libérer en profondeur. Vivez une expérience vibratoire et initiatique unique au service de votre bien-être. Sonofréquence, une invitation à un voyage intérieur, une porte ouverte vers des dimensions invisibles de vous-même, où résident vos forces et vos blessures. Un moment sacré et une reconnexion vibratoire avec votre essence profonde. Alors si vous souhaitez entamer un chemin vers une transformation intérieure profonde, rendez-vous le samedi 6 décembre au Forum 104. Place limitée. Infos et réservations avec le lien dans le chat ou sur btlv.fr. BTLV, explorez l'inconnu, découvrez l'inattendu. Emmanuel Johnson, est-ce que on peut se retrouver face à des entités qui sont pas terribles? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on imagine que dans l'astral, il n'y a pas que des bini-oui-oui et des bisounours. Donc on a des gens qui sont peut-être un peu plus... Ouais, un peu plus de punch, un peu plus de... Voilà. Et qui vous bousculent peut-être un petit peu? Ça, alors, ils nous bousculent dans nos croyances beaucoup aussi, parce que... alors, la façon dont on perçoit les entités positives et négatives, ça a aussi beaucoup attrait à notre perception individuelle et culturelle. Bien sûr, nous, en tant qu'occidentaux, on ne va pas percevoir du bas astral de la même manière qu'un oriental, par exemple, parce que les définitions, les descriptions en sont différentes. Par contre, au niveau énergétique, quelle que soit la culture, on peut ressentir si une entité est un petit peu lourde ou si elle est plutôt lumineuse et fluide. Et oui, on rencontre de tout. On peut rencontrer un peu de bas astral qui se promène par là puis qui a envie de discuter. Et puis, on peut aussi rencontrer des guides. Voilà. Ça peut être très, très disparate. Justement, qui sont ces guides que l'on
les fantasmes, parfois l'être de lumière, il est là, il m'accueille, etc. Alors, qui sont-ils ces êtres? Parce qu'on en entend parler, moi je ne les ai jamais vus, mais qui sont-ils? Alors, j'aime à dissocier les âmes qui nous accompagnent des guides. Les âmes qui nous accompagnent, je ne sais pas si on peut vraiment à chaque fois les qualifier de guides. En tout cas, ça peut être des guides à un moment donné de notre vie, mais les guides, comme l'Occident le fantasme, effectivement, ce sont ces grands êtres de lumière, ces anges. Alors, quand je fais un voyage astral, quand j'ai eu quelques difficultés, et encore je mets entre grosses guillemets les difficultés, les personnes dont je parle dans mes livres, elles ont pu venir me rendre service, m'aider à ce moment-là. M'aider à rentrer, m'aider à continuer à cheminer sur mon voyage. Et puis parfois, j'ai pu rencontrer des êtres encore plus élevés, et là, c'est vraiment sous forme de lumière. De lumière, et là, ils nous guident sur le chemin du voyage, où ils nous transmettent des messages aussi, ça peut arriver. Alors ces guides, quand vous les avez vus pour la première fois, ils vous ont accueilli à bras ouverts? Oui. Alors, après, quand je parle des personnes, enfin, ces âmes du passé, de ma vie antérieure, je les ai reconnues instinctivement, bien sûr, puisqu'il y a le lien karmique qui demeure très fort. Et aujourd'hui, ce sont encore des âmes qui m'accompagnent dans mon quotidien, et j'ai toujours beaucoup de gratitude. Donc quand je les vois en astral, c'est encore mieux. Oui, bien sûr, ils accueillent à bras ouverts, et la communication est en général non verbale. Alors justement, on parlera de télépathie tout à l'heure, parce que c'est comme ça, visiblement, que vous communiquez. Cette télépathie, comment on fait, quoi? Donc, vous êtes là, c'est juste la pensée, c'est comme ça que ça se passe? Déjà, en astral, on est en état de conscience modifié. Donc, nous sommes que conscience à ce moment-là et qu'énergie. Donc, on n'a pas le verbe. Mais notre projection, comme nous sommes humains, on aurait tendance à vouloir projeter un langage. Un son, oui, bien sûr. Voilà, un verbe. Et c'est assez rare en astral. Alors après, ça arrive, hein, mais avec le bas astral, en général, il y a du verbe, parce qu'ils sont encore beaucoup dans leur dimension humaine. Ah, donc, c'est-à-dire que les entités négatives que vous rencontrez, il y a du verbe? Alors, négative, j'aime pas trop ce terme-là, en tout cas plus basse, voilà, qui vibre moins fort. Oui, j'ai déjà pu échanger verbalement, entre guillemets, avec ce genre d'énergie. Ouais. D'accord. Ouais. Donc les entités malaisantes, on va dire ça comme ça. Ouais, voilà. Elles sont encore un peu dans la matérialité. C'est ça, elles sont plus proches de la matière. Donc souvent, elles ont encore accès à une énergie qui peut être transformée en tant que verbe pour nous, en tant qu'humains incarnés. Les guides... Bon, déjà, le verbe est quelque chose de beaucoup plus complexe pour eux, comme nous, on l'entend. Donc, en général, c'est plutôt une communication non verbale. Donc, c'est un influx énergétique qui nous est envoyé. Et c'est nous, en tant qu'êtres incarnés, qui mettons un vocabulaire, une phrase, un terme dessus. Est-ce que tout le monde a son guide? C'est-à-dire que quand quelqu'un fait un voyage astral, est-ce qu'il est automatiquement accueilli? Alors, pour moi, c'est une certitude. Je pense qu'on a tous plusieurs guides même, des figures de vie antérieures, des ancêtres dont on n'a pas forcément conscience. Là, j'ai trois figures du passé qui sont récurrentes dans ma vie, mais il y en a eu plein d'autres desquels je n'ai aucun souvenir. D'ailleurs, je m'excuse souvent parce que je me dis que j'en oublie beaucoup, mais les ancêtres, c'est pareil. On a nos lignées ancestrales qui sont là. Et oui, je suis convaincue qu'on a chacun, comme je dis, notre petite équipe personnelle pour nous accompagner dans cette initiation. Emmanuel Johnson, c'est quoi la différence entre l'EMI ou NDE et le voyage astral? C'est la même chose? On a la sensation qu'on sort de son corps, que les gens peuvent observer la scène, etc. Il y a une vraie différence ou pas? Je pense qu'il y a une grande différence énergétique. C'est-à-dire que je pense qu'en voyage astral, comme on n'est pas mort, on a encore de l'humain en nous. C'est-à-dire qu'on peut... Alors, on n'a pas des émotions... De la vie, en fait, c'est ça? Oui, voilà. Puis des choses très humaines, certaines pensées qui peuvent encore nous traverser. Au début, moi, il m'arrivait de me dire « Oh là là, mais ça fait combien de temps que je suis partie ?» Quand les gens sont en expérience de mort imminente, ils n'ont plus cette pensée déjà, voyez. Donc je pense qu'on peut encore avoir des sentiments assez humains en voyage astral, alors que ce n'est plus du tout le cas au moment de la mort. D'accord. Pourquoi vous? Qu'est-ce qui vous est arrivé pour que ça tombe sur vous et que vous fassiez régulièrement ces voyages astraux? C'est une excellente question. Je ne sais pas du tout. Je pense qu'on a tous nos outils. Je pense que c'est comme à l'école. Il y en a qui sont meilleurs en français, d'autres en maths. Moi, il s'avère que ma porte d'entrée, ma clé pour passer la porte du subtil, c'est le voyage astral. Pour d'autres, voilà, ce sera les arts divinatoires, la médiumnité. Voilà, il y a plein d'autres clés à utiliser. Et moi, je ne sais pas pourquoi. Ça s'est conscientisé
conscientisé il y a une dizaine d'années et aujourd'hui ça perdure et j'ai beaucoup de gratitude. C'est toujours de très beaux cadeaux. Votre premier voyage astral, c'était... Bon, là, vous dites que vous avez pris conscience de cela il y a 10 ans, mais votre premier voyage astral, c'était quand? Alors, si je remonte, j'étais enfant. J'étais enfant pour mon premier voyage astral, un souvenir d'avoir voyagé dans le temps, dans la propriété de mes grands-parents. Voilà, mais j'ai pas plus de souvenirs que ça. J'étais vraiment petite et Les enfants le font souvent? oui, et je pense qu'ils le confondent beaucoup avec le rêve, Ouais. bien sûr. Pour eux, c'était un rêve un peu étrange, Ouais. voilà. Mais ils n'ont pas cette conscience, je crois, du voyage astral. Est-ce que finalement, le voyage astral et ce que l'on vit durant cette expérience euh, peut être conditionné par ce que l'on vit dans l'état de notre vie actuelle? C'est-à-dire qu'admettons, on est pas en pleine forme, on est en dépression, etc. Si on fait un voyage astral, est-ce qu'on va vivre une expérience négative? Et si on est plutôt dans un mood positif, c'est peut-être la joie, l'allégresse que nous allons rencontrer. Alors déjà, je pense que c'est même encore plus direct que ça, mais ça ne reste que mon avis, hein, selon mon expérience, hein, ce n'est pas une vérité universelle, mais je pense qu'il y a une espèce d'accord tripartite qui se passe, Ouais. et je crois que l'univers a son mot à dire. C'est-à-dire que si effectivement vous n'êtes pas bien, vous avez une vilaine grippe, et vous voulez à tout prix faire un voyage astral, je crois que l'univers vous dira non. Mhm. Voilà, parce qu'il y a aussi il faut être en bonne condition physique, ça je pense aussi. Donc il peut y avoir danger quand même. Non, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de Il n'y a danger. pas de danger parce que vous partirez pas en astral avec 42 fièvres. D'accord. Ou alors vous délirez. On n'est plus dans l'astral à 42 fièvres. Non, vous partirez pas en astral parce que je pense qu'il y a quand même des accords qui doivent être obtenus, qui nous dépassent un petit peu. Je crois qu'il faut une condition physique ok, une condition émotionnelle ok. Moi, je me suis déjà vue dans des moments de ma vie où j'étais vraiment débordée émotionnellement. Ouais. J'ai pu rester des semaines sans faire d'astral. Alors justement, dans quel état physique faut-il être? Souvent on dit et mental, il faut être totalement lâché prise. C'est pour ça que ça arrive beaucoup aussi à l'heure de la sieste, Oui. qu'on est complètement Ouais, ouais, le détendu, mental lâche, on ouais. lâche tout, etc. Et là, il se produit ça. Oui, ouais, tout à fait. Il faut vraiment avoir. Alors, c'est pas pour rien que ça arrive en sommeil paradoxal aussi, hein, c'est en état de sommeil profond, là, effectivement, où le corps est complètement relâché et le mental laisse un petit peu passer les choses. Je pense qu'il faut une bonne condition physique, oui, parce que pour moi, le corps et l'énergétique, c'est indissociable. Et si vous n'êtes pas bien physiquement, vous êtes sûrement pas très bien non plus énergétiquement, et ça vous donne un accès plus difficile à l'astral. Comment vous savez absolument que ce ne sont pas des rêves? Alors, j'évite de penser dans l'absolument, mais j'essaie de me connecter à mes ressentis dans ces moments-là. Et ce que j'en ai appris, alors c'est pareil, c'est basé sur l'expérience, hein, c'est que dans les rêves, déjà, il y a souvent un scénario assez décousu. Et puis, dans les rêves, il y a des émotions. Ouais. On a peur, on est jaloux, on est en colère, on est amoureux, voilà, il y a plein de choses qui se passent, il y a une vraie action, on va dire, comme dans un film. En astral, on n'est que dans l'énergétique. Et on le sait d'entrée de jeu. Si vous voulez, vous partez en astral, vous savez que vous n'êtes pas dans du rêve. Mhm. Il y a une conscience qui est là de ce qui se passe. Et puis, c'est une neutralité, ce qui est assez perturbant, la neutralité. J'ai pu avoir accès à des scènes extrêmement difficiles de l'histoire, Mhm. et on ne ressent rien. C'est-à-dire qu'on vous a mis devant les yeux Oui. un passé historique un peu douloureux, Oui. et vous êtes juste, c'est factuel, c'est-à-dire que Factuel. c'est froid, quoi. Et je sais tout, je sais le nombre de personnes qu'il y a, je sais ce qui se passe, je sais dans quel pays je suis, quelle année, et je ne ressens rien. Alors, la première fois, on se réveille et on se dit « Ouh là là, mais qu'est-il arrivé à mon petit cœur? Je n'ai plus d'émotion. » Et en fait, c'est un des signaux du voyage astral. Une neutralité, puisque vous n'êtes que conscience. Il n'y a pas d'émotion à avoir. Mm. C'est l'humain qui met de l'émotion, pas la conscience. Donc en fait, la conscience, elle est, ou l'âme, hein, pour ceux qui Oui, sont, voilà. qui sont religieux, elle est froide en fait. C'est très très dur ce que vous dites. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'émotionnel de l'autre côté. Non, l'âme n'est pas dans l'émotion. L'âme, elle est énergie, elle vient expérimenter, elle n'a pas de jugement. Si on peut lui prêter une seule émotion à l'âme, c'est l'amour. Alors oui, alors ça c'est ce que j'allais vous dire, parce qu'à chaque fois qu'on parle de l'âme, on dit c'est l'amour absolu, c'est le bonheur absolu, c'est magnifique, il fait chaud et tout. Alors, quand on est en voyage astral, on n'est pas mort, encore une fois. Hein, Ouais, donc, ouais. il y a une petite frontière quand même. Mais effectivement, Pas négligeable. Voilà, qui n'est pas négligeable. Mais effectivement, si j'assiste à une scène de ma vie antérieure en Angleterre, par exemple, je ressens en fait cette bienveillance de l'univers, cet amour de l'univers, ça c'est vrai. Mais moi, en tant que conscience à ce moment-là, je ne ressens rien. C'est factuel, effectivement. Alors, pour les vies antérieures, il y a quand même
une petite différence, en tout cas pour ma part, c'est que là, il y a un petit côté affect qui est engagé, puisqu'on est sur des liens karmiques. Donc, on peut quand même avoir un positionnement énergétique un petit peu différent. Mais ça reste quand même très neutre. On ne se sent pas triste, on ne se sent pas... Tous les êtres que vous rencontrez de l'autre côté, tous les guides, voilà, les entités, elles appartiennent à quel univers, à quel ensemble? Est-ce que c'est... je sais pas, oui, ils sont où, sur quel plan, etc. Alors, je pense qu'il y a différents plans et qu'on n'en connaît pas grand-chose. Je crois qu'on est assez limité dans cette compréhension-là. Pour moi, ils appartiennent au monde du subtil en règle générale. Après, bien sûr, c'est l'astral, mais à quel niveau? Puisqu'on a besoin de mettre des niveaux. Donc, c'est difficile de juger sur quel niveau. On aimerait mettre les guides là, le bas astral ici, le encore plus négatif tout en dessous. Je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Si on se base sur la physique quantique, toutes les énergies fonctionnent en spirale et s'influencent les unes les autres. Est-ce que vous avez compris, hein, puisque vous avez écrit votre bouquin sur les vies antérieures, ce voyage astral, que vous en préparez un autre d'ailleurs, Oui. Que la Terre est une école, comme tout le monde le dit, c'est-à-dire qu'on est obligé de se réincarner, parce que s'il y a des vies antérieures, il y a fatalement de nouvelles vies, donc à chaque fois, combien il y en a? Est-ce que c'est illimité? Est-ce qu'on doit apprendre quelque chose avant de figurer dans l'astral et dans le subtil? Parce que finalement, toutes ces entités, elles ont peut-être vécu déjà sur Terre, elles ont atteint un niveau de conscience absolue? Alors, pas toutes. Je pense qu'il peut y avoir des délais de réincarnation, mais ça, pour qui, pourquoi? Est-ce qu'il y en a qui vont attendre 500 ans pour revenir, d'autres 5 mois? Enfin, nous, hein, avec notre temporalité. D'autres 5 ans, ça, je ne saurais pas vous dire. Par contre, non, je pense qu'elles n'ont pas toutes le même compteur, ni le même chemin d'âme. Et oui, je pense que la Terre est une école, oui. Oui. Je pense qu'on vient là pour que l'âme se réincarne pour se parfaire et pour apprendre toutes les facettes. Et pourquoi on ne se souvient pas de ce qui s'est passé? Alors, il y a quelques expériences. Ian Stevenson en avait parlé. J'en parle beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup Dr Stevenson. Ouais. Voilà, donc on sait qu'il y a pas mal de spécialistes qui travaillent là-dessus. Mais pourquoi on ne se souvient pas? Alors, dans mon 3e livre, j'appelle ça le voile de l'oubli consenti. J'aime pas dire le voile de l'oubli tout court, parce que je pense que c'est une erreur de vocabulaire, parce que je ne crois pas que l'âme revienne sans rien. Je pense que l'âme revient avec tous ses petits bagages, mais que, d'ailleurs, on le voit chez les enfants. Les enfants, souvent, se souviennent de leur vie antérieure. Jusqu'à 7 ans, à peu près, ils peuvent vous restituer des souvenirs. Ça sort comme ça d'un coup. Ah bah oui, à cette époque-là, j'ai fait ci, je parlais telle langue. Voilà. C'est très spontané, parce qu'ils n'ont pas ce barrage du mental et ce barrage social. Ensuite, je l'appelle le voile de l'oubli consenti, parce que je pense que ce voile déposé sur les souvenirs est nécessaire pour qu'on puisse se construire en tant qu'humain, socialement. Voilà, construire la psyché, construire l'ego, c'est important, ça fait partie de notre cheminement humain. Et que si on revient, on se construit, et en parallèle, on a tous nos souvenirs qui nous reviennent en pleine figure, ça risque de rendre la construction humaine un petit peu compliquée. OVNI, paranormal, mystères archéologiques, en replay et podcast. PTLV, explorez l'inconnu, découvrez l'inattendu. Alors, dans les vies antérieures, moi, et donc ça ouvre inévitablement la porte aux réincarnations. Oui. J'ai du mal avec le concept, je vais vous dire une chose, Emmanuel, parce que je ne comprends pas qu'on puisse se réincarner dans le corps de quelqu'un qui va souffrir toute sa vie, ou une petite fille qui va mourir au bout de 3 mois, 4 mois, un enfant cancéreux. Enfin, oui, je comprends pas ça. Donc, alors quand vous me dites que l'âme ou la conscience est sans émotion, ça apporte de l'eau à mon moulin en disant moi j'ai toujours dit que c'était une belle salope, l'âme. En fait, elle vient ici faire son expérience dans des corps, elle prend des corps et puis elle s'en va après, et sans se soucier parce que n'oublions pas quand même qu'il y a la souffrance physique, bien sûr qu'il y a la souffrance mentale, mais le corps, quand vous mettez un couteau dans le bras, ça fait mal, vous voyez ce que je veux dire? Donc, oui, bien sûr. Elle vient, elle te dit, tiens, non, moi je vais finir brûlée dans cette vie-là parce que j'ai envie. Sauf que le passage Oui, c'est pas génial, oui, ça c'est sûr. C'est ça que je comprends pas, oui. Alors, mais je pense qu'on ne peut pas le comprendre. Moi non plus, je ne le comprends pas. C'est hard, hein. J'ai pas cette compréhension-là. Après, il y a d'autres cultures qui pensent qu'on ne se réincarne pas qu'en tant qu'humain. On peut se réincarner peut-être dans le règne animal, le règne minéral. Peut-être, il y en a même qui parlent d'autres planètes. Pourquoi pas? Je veux dire, je pense pas qu'il faut se fermer à d'autres possibilités. Effectivement, on se réincarne dans un corps qui est très fragile et qui peut souffrir. Et ça, c'est sûr que si demain, vous perdez un être cher de manière prématurée et qu'on vous dit, ah bah oui, mais tu comprends, c'est son choix d'âme, vous allez dire, vous êtes bien gentil, mais bon, voilà. Mais ça nous dépasse. Parce qu'on est dans la pleine dualité avec l'humain. C'est-à-dire qu'on a, malheureusement, on est
une entité spirituelle dans un corps physique. Oui. Et cette entité spirituelle, elle ne souffre pas physiquement, mais le corps, lui, il a mal, quoi. Oui. Donc, et Ouais, puis tout dans à sa fait. chair et dans son sang, quand on perd un enfant, un truc comme ça, Bah, c'est bien horrible, sûr. quoi. Bah, Donc, bien sûr. et je me dis, mais elle fait ce qu'elle veut, l'âme. Donc, c'est un peu. Oui, on me dit, c'est pour apprendre à évoluer, mais moi, j'ai pas envie d'évoluer en perdant un enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Vous, non, en tant qu'humain, l'âme, Bah oui, effectivement, c'est peut-être partie de son, ce que j'appelle dans mon 3e livre, le plan d'apprentissage, peut-être. mais donc, c'est des coups de schizo, parce qu'il y a moi et l'âme, quoi. Donc, voilà, c'est un peu. Essayez de penser vous avec l'âme, Ouais. et pas vous et l'âme. Sauf qu'il n'y a pas de relation entre moi, enfin mon esprit par exemple, et mon âme, parce que elle fait ce qu'elle veut. Elle a décidé avant que je vienne sur cette terre de dire bon ben Bob, toi tu vas être comme ça et tu vas mourir comme ça et tu vas expérimenter la communication, ça fait 43 ans que j'en fais. Et puis dans ta prochaine vie tu seras, je sais pas moi, ingénieur des ponts et chaussées. Voilà, donc voilà, et avec une vie, avec des femmes, tu vas perdre un enfant. Enfin, on a la sensation. Il y a Anthony, il y a un témoignage magnifique d'Anthony qu'on a mis sur BTLV, qui était venu dans la libre antenne nous raconter son souvenir de l'entre-deux-vie, et il est venu après pendant 1 heure me raconter tout ça. Il me disait que lui, dans son souvenir de cette entre-deux-vie, on l'avait installé un bureau et il avait écrit. Il lui avait proposé d'écrire sa prochaine vie. Et il me disait, moi en tout cas, c'est ce qu'on m'a proposé. Voilà, on m'a dit, tu t'installes là. Alors, il dit, au départ, j'ai pas compris parce que j'avais comme une maison. Et il me dit, c'était des choses pour que je mette, encore une fois, un cadre, mais il n'y avait pas de maison. Tout à pas fait, tout ça. évidemment, mais la Voilà. projection, Mais on la a projection encore, était là. Et il me dit, il y avait un bureau, donc je me suis amusé à écrire mon truc. Et il me dit, je me suis chargé moi-même. J'ai dit, il faut que tu souffres là, il faut que tu expérimentes ça, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Bon, je me dis d'accord, ok, mais c'est la rudesse une fois qu'on revient à la vie dans un nouveau corps, quoi. Parce que, encore une fois, c'est une question de perception. On perçoit ça avec notre humanité, avec tous les sentiments qui y sont attachés, toutes les émotions qui y sont attachées. Mais l'âme, effectivement, n'a pas cette même nature, ni cette même substance. La corde d'argent, je voulais en parler, Oui. parce qu'en fait, ça, c'est tout. Moi, quand j'ai commencé il y a 10 ans BTV, je connaissais rien à tous ces sujets. Mais on m'a dit, pas de problème, il y a la corde d'argent, on ne peut pas mourir, on va s'en sortir. C'est quoi? Alors, j'ai longtemps douté sur l'existence de ce fameux cordon d'argent dont j'avais déjà eu écho, j'avais lu sur le sujet également. Je l'ai vu une fois, et je l'ai senti même une autre fois. Physiquement? Alors physiquement en astral, hein, Ouais, donc bien sûr. j'étais dans une sortie astrale, justement pas géniale, où j'avais des entités qui étaient un petit peu, voilà. Mais je sentais que j'avais quand même toute mon équipe de guides derrière, et quand c'est devenu, on va dire, un petit peu peut-être trop énergivore pour moi, hein, je sais pas, j'ai senti en fait que j'étais tirée donc au niveau de la taille, comme si vraiment on m'avait passé une corde autour de la taille et qu'on m'a tirée en arrière. Ça, c'est la première expérience. Et la deuxième, je l'ai vue une fois, où je me suis sentie me décorporer. J'étais au-dessus de mon corps. J'étais après debout à côté de mon lit. Et je me suis dit non, je n'ai aucune envie d'aller voyager ce soir. Voilà, il faut juste dormir. Et j'ai vu effectivement cette espèce de lien énergétique, de lien lumineux, argenté, c'est vrai, relié jusqu'à mon corps physique. Voilà. Et ça, si ça se casse, visiblement, on décède, quoi, en fait. C'est peut-être la différence avec le MI, c'est que cette corde d'argent s'est rompue à un moment donné. Oui, parce que je pense que cette corde d'argent, effectivement, nous relie à la matière, nous relie au physique. Et je pense que lorsqu'on décède, on ne le voit même pas, on n'a pas cette conscience-là, c'est déjà fini. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le bouquin sur le voyage astral, donc vous parlez de voyage astral semi-éveillé. Oui. C'est quoi? Alors le semi-éveillé, c'est pas très agréable. Ah ouais? Non, c'est pas très agréable. Ça m'est arrivé une paire de fois et c'est pas agréable. C'est quand on est en train de revenir, mais en fait, il doit y avoir une espèce de dissociation entre le signal qui est envoyé au cerveau, c'est-à-dire le signal du réveil. Tu te réveilles et énergétiquement, la conscience qui n'est pas encore totalement réintégrée. Donc ça laisse un état d'entre-deux. Je me suis déjà vue essayer d'ouvrir les yeux et dès que je les refermais, je repartais en astral. C'était pas très très agréable. Ça peut arriver quand effectivement on peut être très fatigué par exemple. Donc il y a une difficulté à émerger en fait. Vous parlez également dans le bouquin de voyage astral à la demande. On parlait de Nicolas Fraisse, il y a ceux qui effectivement arrivent. Je me souviens avoir reçu en son temps à l'époque Marc Auburn qui disait aussi avoir fait des milliers de voyages astral. Alors encore une fois, ce sont leurs propos. Hein, bien sûr. Voilà. Et ils n'engagent en rien en tout cas. Et puis vous parlez également du voyage astral partagé. Alors ça me plaît bien. C'est quoi? Ouais. Ça c'est formidable.
Ça, c'est génial. Alors, on peut ça a été les plus belles expériences de mon chemin, je pense, spirituel, entre guillemets, énergétique. Alors, il peut être partagé avec des entités. Donc, c'est le cas donc, avec les figures du passé qui viennent me voir de temps en temps. Et ça, c'est génial. C'est génial. Et j'étais une fois dans une sortie astrale où j'étais témoin en fait d'une scène pareil historique qui ne m'appartenait pas. C'était pas une de mes vies antérieures, mais j'assistais à un procès à la période du Moyen Âge, je pense, un truc comme ça, un truc très injuste. Et en fait, donc je vois une de ces figures du passé arriver. Parce que je sentais que voilà, je repartais, je quittais cette scène, mais je me sentais pas super énergétiquement. Voilà. Et je le vois arriver, et je dis mais qu'est-ce que tu fais là? Et il me dit tu sais, des fois on a besoin d'un allié pour rentrer. Voilà. Donc là c'est le partage avec un être désincarné. Donc il m'a tendu la main, j'ai pris la sienne et hop, j'étais de retour dans mon corps. Enfin la main, ce que je projette être sa main bien sûr. Et puis on peut aussi faire des sorties astrales avec des êtres bel et bien vivants. Voilà. Alors c'est-à-dire avec des personnes Vous êtes à deux par exemple dans le lit et vous sortez ensemble. Alors, oui, en théorie, c'est ça, mais on se retrouve qu'en astral, parce qu'on n'avait pas du tout cette conscience-là. Mais oui, il m'est arrivé de faire des sorties astrales partagées. C'est-à-dire qu'en fait, si je comprends bien, vous faites une sortie astrale et vous rencontrez en astral quelqu'un qui est encore vivant, qui lui Oui, aussi... Oui, un ami, c'est arrivé avec un ami, c'est déjà arrivé avec mon conjoint, voilà, qu'on se retrouve... souvent, il y a une partie vraiment initiatique, on a pu revivre avec mon conjoint, par exemple, des vies antérieures communes. D'accord. Voilà. On s'est retrouvés sur un site commun qu'on avait côtoyé dans une vie antérieure. Puisque vous parlez des vies antérieures, on revient à ces vies antérieures. Est-ce que on est tout le temps dans le même milieu? C'est-à-dire qu'en fait, vous dites, voilà, j'ai vu quelqu'un avec qui j'avais partagé. On est en France ici. Est-ce qu'on peut avoir vécu en Colombie, bien sûr, au Venezuela, aux États-Unis, etc., d'avoir été américain, français? Partout. On a pu faire tous les pays. On a eu des statuts sociaux extrêmement différents. On pouvait être mort de famine ou peut-être être un prince ou un roi, bourreau, victime. On a exploré toutes les facettes de l'humanité à un moment donné. Donc c'est pour ça, le fait de penser qu'on a été que des gens super sympas, ça c'est un leurre. On a aussi été des gens pas cool. Voilà. Mais ça, on s'en souvient rarement, bizarrement. Oui, en tout cas, c'est pas vendeur. Voilà. Il y a un chapitre sur la réussite du voyage astral. Comment réussir son voyage astral? Qu'est-ce qu'il faut une fois qu'on a compris que ça existait? Vous dites l'accord du subtil, les variables physiques, émotionnelles, la force de l'intention, etc. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'il faut qu'il y ait une espèce d'accord tripartite. Je crois qu'il faut que le corps, l'esprit, le corps, l'âme et l'univers soient en accord à ce moment-là. Je pense que là, c'est vraiment tous les feux, tous les signaux sont ouverts pour pouvoir décoller, entre guillemets. Ouais. Et je pense qu'il y a besoin de ça, effectivement. Et d'ailleurs, l'univers peut être extrêmement taquin. Il m'est arrivé une fois de faire une demande de voyage astral avec la force de l'intention, voilà, de me coucher et dire, voilà, j'aimerais bien aller voir ce petit épisode historique qui m'interpelle et dont j'ai un ressenti personnel, mais que j'aimerais pouvoir valider par l'astral. Et en fait, l'univers étant très taquin, et il vous fait comprendre, quand c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. J'ai vu la scène dans un trou de serrure, et j'entendais rien. Voilà. Donc, toutes les variables n'étaient pas réunies. Voilà, ça ne me concernait pas. Ce n'était sûrement pas non plus utile à mon cheminement. Et l'univers, en gros, me disait, t'es gentil, mais ça te regarde pas. Voilà. Nouveau, BTLV présente les ciné-débats. Le 23 octobre, en compagnie de Valérie Seguin et de l'un des intervenants du film L'âme, l'au-delà et l'invisible, Bob Bellanca vous propose une soirée exceptionnelle. Dès 20h, diffusion en direct du film, suivie d'un débat autour du mystère de la survivance de l'âme. Infos et réservations avec le lien dans le chat ou sur btlv.fr. L'invisible, c'est extrêmement difficile à définir. Pour moi, l'invisible, ce sont des forces plus grandes que nous. J'ai toujours été sensible à l'invisible, à l'âme, donc j'ai toujours eu des visions. Quand j'étais enfant, parfois j'avais des phénomènes de sortie de corps. Et c'était même un peu paniquant, parce qu'il y avait des moments où je me demandais si j'allais pouvoir y revenir. Je me sens guidée par mon âme, ou je ne sais quelle force invisible. Il y a beaucoup d'histoires de guérison qui ont été attribuées à une concentration collective, à des prières collectives. En tout cas, ça m'a rendu très joyeux, le fait de m'intéresser aux âmes, aux vies antérieures, à ce qu'il y a après la mort.
Je pense que le monde de l'au-delà, il n'est pas dans un univers parallèle quelque part ailleurs. Je pense qu'il est là. Il est autour de nous. Il nous enveloppe. Alors à quoi ressemble ce monde invisible? Peut-on s'y relier? Et quel impact peut-il avoir sur notre monde terrestre? Il existe peu de certitudes, mais ce film propose des pistes et vous invite à entamer un voyage fascinant. C'est pas simplement la continuité de la conscience après la mort. Ça parle d'une continuité de la conscience avant la vie. Il y a des moments dans la vie où des gens disent avoir vécu des sorties astrales lors d'orgasmes. Oui, tout à fait, c'est possible. Et voilà. Et lors d'expériences physiques très importantes, les pilotes de chasse disent parfois, en prenant léger, important, avec leur zinc, j'en ai eu ici me disant je me suis vu piloter, j'étais à côté de l'avion, Ouais. c'est-à-dire qu'en fait je voyais la scène et effectivement sexuellement parfois avec un orgasme absolu Ouais. il peut y avoir ça. Ça paraît dingue ça. Alors là, c'est parce que je pense que c'est une question de fréquence, de taux vibratoire de la personne qui se modifie. Alors si on prend l'exemple de l'orgasme, là je partirais plutôt d'orgasme énergétique. Pour moi, on dissocie l'orgasme physique et l'orgasme énergétique qu'on retrouve dans le tantrisme, par exemple. Et l'orgasme énergétique, là, forcément, le taux vibratoire, il monte. Et en plus, il y a 2 personnes. Ouais. Donc, ça le galvanise encore plus. Et c'est des sorties astrales, mais très courtes. Très courtes. Hein. C'est Mais des en fait, sensations de décorporation. Ça peut se comprendre, parce que quand on atteint l'orgasme, on est dans un état de conscience modifié. Oui, tout à fait. Il se passe un truc, D'ailleurs, je me souviens avoir vu, je crois que c'était une expérience scientifique, ils avaient scanné 2 personnes en train de faire l'amour, et on voyait au moment de l'orgasme, mais il se passait des trucs dans le corps et dans le cerveau, mais qui étaient juste dingues. Ah bah oui, en fait, tout ce qui est libéré, tout ce qui est libéré en termes d'hormones, et d'énergie. Oui, je pense que ça peut favoriser cette sortie astrale, mais qui reste extrêmement très courte. Voilà. Comme malheureusement l'orgasme. Oui, ou pas, parce que sinon, on serait un peu mal avec le cœur, je pense, et la tension. Hein. Ouais. Alors, dans le bouquin, parce que c'est ça qui va intéresser aussi ceux qui le regardent, c'est qu'il y a pratique, méthode et exercice. Alors, au début du bouquin, il y a des petites cartes que j'ai ici. Ouais. Voilà. Alors, c'est des petites cartes qui sont là. Hein, voilà. Donc, il y a le temps, il y a le défunt, le voyageur. Comment on y joue? Est-ce que je peux jouer avec vous là? On peut faire une partie de cartes. Alors, je fais quoi? Tout dépend. Alors, il y a plusieurs. Alors, déjà, vous pouvez simplement les trier. Alors, il y a les clés potentielles que vous pouvez mettre ensemble. Ouais, ok. Il y a les clés alliées que vous pouvez mettre ensemble. D'accord. Et les clés outils. D'accord. Et en fait, en laissant parler votre intuition, vous allez pouvoir allier. Vous allez pouvoir choisir une carte alliée, une carte outil et une carte potentielle pour savoir ce qui est à votre avantage ou à votre désavantage en ce moment. C'est-à-dire que les clés outils, c'est l'outil que l'univers pourrait vous proposer. Vous dire, voilà, c'est un truc qui peut vous convenir. Ouais. Essayez de travailler là-dessus pour favoriser votre voyage astral. Okay. Les clés alliées, c'est vous montrer un petit peu qui ou quoi est à votre côté pour favoriser ce voyage. D'accord. Et les clés potentielles, c'est ce qui vous permet de vous dire, voilà, ça, c'est vraiment ma potentialité, mon point fort. D'accord. Excusez-moi, je me permets juste. Bah, allez-y. C'est vous qui l'avez écrit. Voilà, je me permets juste. Faire ce que vous voulez. Voilà. Après, je mets aussi pour les tirages, il n'y a pas forcément de méthode. C'est ça que voilà. Il n'y a pas forcément de méthode. Il est aussi, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez toutes les mélanger et voir ce qui sort. D'accord. Bon, par exemple, là, moi, je vais tirer une carte. Voilà. N'importe laquelle. Voilà, n'importe laquelle. Je prends celle-ci, la clé alliée. Voilà. Et là, je dis le guide spirituel. Voilà. Donc là, vous savez que votre allié, pour favoriser votre voyage, c'est votre guide. Donc vous pouvez dire, voilà, je sais que je peux demander à mon guide ou à mes guides de m'aider à favoriser un voyage astral. Faites la demande. D'accord, c'est pour ça, d'accord. Donc, par exemple, je suis dans mon lit et je dis, voilà, je veux... Parlez à votre guide. Je veux que tu m'aides à sortir dans l'astral. Voilà, ça, voilà. Okay. Et en plus, ça vous montre qu'il est à vos côtés de le sortir en carte. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est votre allié du voyage astral. Alors, j'en prends une autre. Ouais, la clé potentielle. Et là, c'est la médiumnité. Alors, ça veut dire que vous avez très probablement une sensibilité toute particulière, des capacités médiumniques. J'ai pas découvert encore. Hein. Et qui peuvent favoriser le voyage astral, effectivement. Je suis très sensible.
Voilà. Je pleure pour rien, enfin, je suis romantique à mort, voilà. Mais j'ai une sensibilité, mais je n'ai pas encore de vision, enfin, je n'ai pas eu tout ça. Mais il y a beaucoup de médiums qui s'ignorent, vous savez. Hein. Ah ben, je dois m'ignorer alors beaucoup, donc voilà. Donc, alors, je vais Et prendre la clé de l'outil. La clé Voilà. de l'outil. Alors, j'aime bien les jeux comme ça, moi. La mémoire. Alors là, là c'est un signal pour vous dire, votre point à travailler sera la mémoire. Vous avez une mémoire, une capacité mnésique qui n'est pas négligeable, mais c'est là qu'il faudra, en gros, vous focaliser pour pouvoir restituer votre voyage astral. Ah, c'est ça. D'accord. Il m'est arrivé quelque chose, je vais pouvoir le raconter. Voilà. Et là, pour favoriser sa mémoire, on peut écrire. On écrit ses rêves, on écrit. Vous mettez le doigt sur quelque chose qui me fait très mal, c'est que je me souviens jamais de mes rêves. Ça fait 58 ans, malheureusement, bientôt, que je rêve. Et je vois qu'en région on rigole. Hein, donc voilà. Oui, j'ai 58 ans bientôt. Et je me souviens de rien. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai aucune mémoire. De temps en temps, un cauchemar, mais c'est très très rare. Je dors profondément, je me souviens de rien. Et en fait, on m'a toujours dit note. Oui, mais en fait, je me souviens même pas. Je sais pas quoi noter. Alors, si vous n'avez pas d'image, de son ou de parole, notez le ressenti que vous avez au réveil. Ah oui, d'accord. Voilà, je me sens fatiguée, je me sens joyeux, je me sens bien, j'ai la sensation d'avoir vécu quelque chose de sympa pendant la nuit, un rêve agréable. Ouais. Et au fur et à mesure, ça va entraîner votre mémoire à se focaliser sur ce qui se passe la nuit. D'accord. Okay. C'est un travail cognitif, en fait, vraiment. Est-ce que le corps, il a besoin du voyage astral ? Le corps, non. Lui, il a besoin de faire son petit chemin, d'être incarné. Il a besoin de la décorporation, bien sûr, pour passer au stade du rêve, parce que le rêve est nécessaire à une bonne santé mentale. Les gens qui disent « je ne rêve jamais », ce n'est pas qu'ils ne rêvent jamais, c'est qu'ils ne s'en souviennent pas. Parce que les gens qui ne rêvent pas du tout, où on n'observe aucune activité onirique, c'est les gens qui souffrent de graves pathologies psychiatriques. Voilà, je souffre peut-être de graves pathologies psychiatriques. Non, vous n'avez juste pas la mémoire du rêve. Ouais, j'espère. Est-ce qu'on est reposé après un voyage astral? Parce que vous savez, quand on fait de l'hypnose, par exemple, je me souviens, j'avais reçu ici, je me souviens plus de son nom, le pilote suisse qui avait fait le tour une partie du tour de la Terre en avion solaire. Et en fait, il disait que lui, pendant son voyage, il se mettait en état modifié de conscience, justement, soit en hypnose, en auto-hypnose, etc. Et ça lui permettait pendant ces 20 minutes, de gagner 3 heures de sommeil. Est-ce que quand on fait un voyage astral, on revient fatigué, on revient reposé? Ça dépend du voyage. Ah. Ça dépend du voyage. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est une question de positionnement humain. C'est-à-dire que si j'ai fait un voyage astral un petit peu punchy, où j'ai rencontré des entités un peu hard, un petit peu dérangeantes, forcément, je vais me réveiller avec une sensation un peu d'inconfort, où je vais y penser, donc ça va me susciter des craintes, pas forcément justifiées, mais en tout cas des craintes. Forcément, après, quand je revois une partie de ma vie antérieure avec des gens que j'ai aimés, je vais me réveiller avec le sourire aux lèvres et je vais être apaisée. Donc je pense que ça dépend vraiment de l'expérience que vous vivez et puis du retour. Parce qu'il m'est arrivé une fois d'être réveillée, rapatriée d'un voyage astral grâce à un de mes fils adorés. Hein, vous dormez, vous êtes en voyage astral et d'un seul coup, j'ai un petit garçon qui arrive et qui me secoue le bras. Et là, forcément, le retour n'était pas prévu. Il est hard. Et là, c'est compliqué. Il peut y avoir une baisse de tension, un petit peu de tachycardie. Enfin, voilà. Oui, parce que c'est pas prévu là. Mais comme il y a le contact physique, le cerveau, lui, il envoie le signal du réveil. Physiquement, vous sentez quelque chose de bien quand vous êtes en voyage astral? C'est-à-dire que on me dit souvent, il y a une chaleur absolue, un bien-être. Total. Alors moi, je pense que c'est de la confiance que je ressens beaucoup. Je me sens en confiance, même dans des voyages astraux qui n'ont pas forcément toujours été très agréables. J'ai toujours ressenti que j'étais très bien guidée et très bien accompagnée, et je pouvais être en situation un petit peu compliquée, puis d'un seul coup, je vois quelqu'un arriver, incarné ou désincarné d'ailleurs, et puis voilà, donc vraiment de la confiance, plutôt de la foi et de la confiance. Ouais. Vous avez suivi un parcours universitaire de psychologie. Oui, rien à voir. Rien à voir. Alors justement, la psychologie, comment les psychologues, comment ils prennent ça? Parce que vous êtes tombé sur un toubib qui était assez compréhensible. Oui, ouvert. Ouvert, mais il y en a plein qui disent non, tout ça c'est de la projection mentale. Oui, tout à fait. Alors en plus, moi j'avais un parcours de neuropsychologie, donc avec l'étude du cerveau, et c'était compliqué pour moi à l'époque parce que je vivais déjà des choses assez bizarres, des phénomènes un peu paranormaux, des présences. Et forcément, en neuro, on dit effectivement c'est le cerveau, c'est une illusion, c'est une hallucination, donc c'est compliqué de se positionner. C'est pour ça que j'ai fait un choix. À un moment donné, il m'arrivait tellement de trucs bizarres, incroyables. Quand on me disait oui, non mais c'est que le cerveau, ça pouvait pas me convenir. Il y avait forcément autre chose. Aujourd'hui, les neuroscientifiques ont vraiment ouvert la porte à tout ça, parce qu'il y a de plus en plus de témoignages. Il y a des médecins, des anesthésistes
qui ne peuvent que recueillir les témoignages d'expériences de mort imminente. Ils ne font que des constats. Donc, bon, alors en France, c'est encore un peu particulier, mais bon, moi qui aime beaucoup l'Angleterre, si vous lisez mes livres, voilà, je suis très attachée à l'Angleterre. C'est beaucoup plus ouvert en Angleterre. Au Canada, j'en parle même pas. C'est vraiment un objet de recherche. Le docteur Stephenson, d'ailleurs, était canadien. Hein. En Belgique, il y a Stephen Lorenz. En Belgique, pareil, ils sont très ouverts. Alors aujourd'hui, j'ai envie qu'il y a les neuroscientifiques qui sont ouverts et ceux qui ne le sont pas. Mais en tout cas, dans ma ville de Caen, aujourd'hui, on a un des plus grands pôles de neurosciences du pays. Et je sais aussi que maintenant, il y a de la méditation. Donc, il y a des choses qui sont en train de s'ouvrir. Alors, de là à dire que les vies antérieures et le voyage astral, c'est OK, je ne sais pas. Je ne connais pas les tendances du moment. Je m'en suis vraiment détachée depuis des années. Par contre, avoir ces premières connaissances du cerveau et de la psychologie, oui, ça m'aide, bien sûr. Mais on commence à reconnaître beaucoup de choses. J'ai écrit un papier qu'on a posté il n'y a pas longtemps sur btlv.fr sur justement les expériences de mort imminente. Oui. Et en fait, il y a eu une nouvelle étude qui démontre, ils ont fait une étude sur les rats, ils se sont aperçus qu'ils tuaient les rats volontairement, parce que c'était des rats de laboratoire, voilà. Et en fait, ils leur mettaient des électrodes sur le cerveau, ils s'apercevaient que l'activité cérébrale, une fois que le cœur s'est arrêté, pété dans tous les sens, mais vraiment c'était pendant 20 à 30 secondes, comme si alors ils ont noté deux choses, soit c'est le cerveau qui déclenche un processus pour se protéger, parce qu'il dit il y a un problème, et donc ça bouge beaucoup, soit effectivement il y a le passage vers quelque chose, et c'est le moment où la conscience s'en va, si on peut imaginer qu'il y aura une conscience, bien qu'il soit très intelligent, paraît-il. Voilà, je pense que tous les êtres incarnés ont une conscience, mais oui, je sais plus qui parle de la théorie des 21 grammes. Il y avait aussi une théorie sur 21 grammes, comme quoi l'âme pesait 21 grammes. Alors ça a été remis en question, voilà. Parce que l'expérience n'a pas été renouvelée. N'a pas abouti, mais voilà, on sait, et Einstein le disait, l'énergie, elle n'est pas destructible. Vous êtes fait d'énergie, ça c'est factuel, électricité statique, tout se transforme, mais rien ne se détruit. Donc, elle peut changer d'état, l'énergie, mais elle ne peut pas être annihilée, en fait. Donc, rien que ça, pour moi, c'est déjà un statut scientifique qui est un postulat scientifique qui devrait être suffisant à la recherche sur l'âme. Deux bouquins que nous vous proposons, écrits par Emmanuel Johnson. Donc, Voyage astral, c'est celui-ci, et puis Vie antérieure. Ouvrir les portes de ces vies antérieures, expérimenter le voyage astral avec ces petites cartes à laquelle on a joué, auxquelles on a joué il y a quelques instants. Merci Emmanuel Johnson d'être venu sur BTLV, d'être venu de Caen jusqu'à chez nous. On vous souhaite à vous également une très belle journée ou une très belle soirée. Ça dépend de quel côté de la planète vous vous trouvez et à quelle heure vous nous regardez. Salut. Depuis la nuit des temps, l'homme s'interroge. Qui sommes-nous vraiment? D'où venons-nous? Sommes-nous seuls dans l'univers? Les ovnis, preuve d'une présence extraterrestre ou secret bien gardé? That we have in fact recovered discs of unknown origin and craft of unknown origin, that we have the material, that we have bodies. Le paranormal, une illusion ou une réalité qui nous échappe? On est là dans ce cadre vraiment romantique et énigmatique où tout se prête à enflammer l'imagination du visiteur. Et donc c'est vrai que quand on approche à pied de cette magnifique demeure, on se dit que voilà, ce château est un refuge idéal pour les créatures d'outre-tombe. L'archéologie mystérieuse. Et si notre passé était différent de ce que l'on croit? Si on se dit que c'est un jumeau du Christ, ça implique quand même deux choses vraiment importantes. Ça veut dire que d'une part, le mythe de la résurrection caduque, il n'existe pas. Et que Jésus serait donc bien mort sur la croix. La spiritualité, une porte vers une autre réalité. Le monde des Templiers, ce n'est pas juste de l'ésotérisme, c'est vraiment un monde magique. Et quand je dis magique, c'est avec tout le sens qu'il faut donner à ce mot. À la frontière du connu et de l'inconnu, une seule mission, découvrir la vérité. On va aller de découverte en découverte, de surprise en surprise, et même sur des faits qui dépassent l'entendement. BTLV, explorez l'inconnu, découvrez l'inattendu.